Alors franchement, rien ne va là. Mon coussin, il est pas au bon endroit déjà. Le temps est pourri, vous voyez, il y a pas de luminosité, rien du tout. En plus, je suis mal coiffée, ma table elle est en bordel, c'est n'importe quoi. Bah ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on va parler de perfectionnisme. Mais si, vous savez, c'est cette espèce de sentiment un peu bizarre qui fait qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait, qu'on n'est jamais satisfait. Notre idéal de perfection est tellement élevé que, on n'est juste pas capable de l'atteindre. Enfin, c'est juste pas humain. On l'a tous vécu à un moment donné. D'ailleurs, je dis ça, mais si ça se trouve, je vais trouver ma vidéo tellement pourrie que je vais même pas la poster sur YouTube. Au moins, je suis sûre que comme ça, personne ne saura à quel point j'ai trouvé ma vidéo imparfaite. D'ailleurs, personne ne saura que j'ai tourné une vidéo. Bon, vous voyez à peu près de quoi je veux parler quand je parle de perfectionnisme. Mais est-ce que vous voyez de quoi je veux parler quand on parle de perfectionnisme dans des écoles d'art? Fort bien. Alors mettons-nous tous ensemble dans la peau d'un étudiant en art qui est on ne peut plus perfectionniste. Analysons ensemble ce qu'il peut ressentir, quels sont ses problèmes, et si jamais il y a des solutions à trouver, eh ben allons-y. C'est toujours bien quand on énonce des problèmes de trouver des solutions, non? Eh ben allons-y, let's go, c'est parti! Alban, les 3 expressions veulent dire la même chose. Va falloir que tu coupes ça au montage, hein. Enfin bref. Être perfectionniste, par définition, c'est vouloir à tout prix la perfection. On ne tolère aucune erreur, aucune saleté, aucun grain de poussière sur notre travail. D'ailleurs, on met la barre tellement haut que notre idéal de perfection, au bout d'un moment, on sait même plus où il est, tellement il est haut. La différence entre les objectifs et un idéal, c'est que l'objectif, tu sais à quel moment tu peux l'atteindre. L'idéal, non. Enfin si, quelquefois tu le sais plus ou moins, mais disons qu'il est tellement haut que tu sais que de toute manière, tu ne l'atteindras jamais. Bon, et d'ailleurs, vaut mieux avoir une idée plus ou moins claire de ce que c'est que ton idéal, parce que si t'en as un, mais que tu sais même pas à quel endroit il est, tellement il est haut placé, tu risques un petit peu d'être paumé. Donc, on part de là. On a un idéal qu'on aimerait beaucoup atteindre, mais qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre. Fort bien. Alors, on se dit que peut-être ça peut nous tirer vers le haut. Ça peut nous aider à faire en sorte d'avoir des résultats meilleurs et de progresser. Et ça, effectivement, quand on est perfectionniste un peu, mais pas trop, ça fonctionne. Mais à partir du moment où ça commence à devenir maladif, c'est que vraiment, ça tire plus du tout vers le haut, ça tire même plus vers le bas que vers le haut. En général, une personne perfectionniste à un point où ça devient maladif, elle se sent tellement terrorisée parce que son idéal est beaucoup trop haut pour elle, ou alors elle se sent tellement nulle à cause de son idéal, que finalement, elle essaye même plus de faire les choses. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le résultat. En fait, invariablement pour elle, le résultat ce sera pas assez bien. Pour elle, il y aura toujours des choses à rectifier, des choses à corriger, ce ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais bien pour elle tant que son idéal de perfection ne sera pas atteint. Alors autant il y a certains domaines de vie où là effectivement tu peux avoir des résultats qui sont vrais et des résultats qui sont faux. Donc à ce moment-là, tu peux quand même plus ou moins te positionner. Je pense par exemple à quand tu fais un calcul en maths, que ton résultat, soit il est vrai, soit il est faux, là il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Là tout de suite, tu peux être fixé. Mais quand je pense à des domaines comme l'art justement, tiens, on va même plutôt élargir au domaine de la créativité en général. Quand il s'agit juste de faire des copies de quelque chose, des copies d'un tableau, une copie, bref, quand il s'agit de copier quelque chose, même je sais pas, tu veux reproduire un t-shirt que t'as vu sur internet, puis t'as envie de coudre le même, là fatalement tu peux dire si ta copie elle est bonne ou si elle est mauvaise, si elle est bien réalisée ou si elle est mal réalisée. Et encore, je parle peut-être un peu vite parce que quand on fait des copies qui sont mal réalisées, il arrive quelquefois par bonheur qu'on arrive à créer des choses par accident, du coup, complètement différentes, mais qui ont un sens, qui ont un intérêt et que les gens, ou même nous-mêmes, on va adorer. Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment raté? Bon, en tant que copie, oui. Mais en tant que création en elle-même, non, pas du tout. Quand la création de ce que tu es en train de produire est totale, c'est-à-dire que tu ne copies rien, que tu inventes de A à Z ce que tu es en train de faire, y a plus vraiment de notion de bien et de mal, de bon et de mauvais, de réussi ou de raté. Et quand on fait des études autour de la création comme des études aux Beaux-Arts, on se retrouve au milieu d'une quantité de création des uns et des autres. On se retrouve aussi au milieu d'une tonne de
références d'artistes, d'étudiants, de ci, de là. Et tant que j'y suis aussi, un nombre d'avis incalculable et souvent contradictoires de la part des uns et des autres sur notre propre travail. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Être perfectionniste dans ce milieu-là, c'est partir constamment en freestyle. Si certains avis de profs sur ton travail peuvent être on ne peut plus rassurants, je pense qu'une grande partie aussi vont être constituées de critiques plus ou moins constructives sur ton travail qui vont faire que constamment tu vas te dire c'est pas assez bien ce que je fais. Et alors à ce moment-là, on a deux types de réactions bien précises. La première, c'est qu'on se met à produire, à n'en plus finir. Si je suis persuadée que ce que je ne fais n'est pas assez bien, c'est peut-être aussi parce que j'en fais pas assez, qu'il faut que je travaille plus mes techniques et donc que je sois meilleure. Je vais prendre l'exemple de la photo. Si mes photos sont trop floues, qu'elles sont pas assez détaillées, qu'il y a pas assez de contraste peut-être, j'en sais rien, qu'elles sont trop surexposées, c'est parce que je maîtrise mal l'outil photo. Donc à ce moment-là, il faut que j'en fasse plus, il faut que je développe mes compétences photographiques au maximum. Alors qu'en fait, le fait que tes photos soient floues, peut-être que c'est juste tout simplement un choix de ta part. Si ça se trouve, tu prends très très bien des photos et c'est juste que tu as décidé pour cette série de photos qu'elles allaient être toutes floues. Peut-être que c'est vraiment une démarche artistique choisie, assumée. Enfin, si derrière tu te dis qu'il te faut travailler plus, c'est que c'est pas très bien assumé encore. À ce moment-là, on va bourrer l'emploi du temps de choses à faire, de compétences à travailler. S'il faut faire de la photo, eh ben on va faire de la photo toute la journée et même toute la nuit s'il faut. Enfin, pour prendre des photos la nuit, il faut quand même un objectif adapté. Et puis arrive un moment donné où juste on est complètement saturé. C'est un peu comme un burn-out en fait. On va être complètement épuisé mentalement, mais aussi physiquement, parce qu'au bout d'un moment, le corps finit aussi par tout rattraper. Parce que quand on n'écoute pas ce que nous dit notre cœur et notre intuition, au bout d'un moment, le corps finit toujours par nous faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. D'un seul coup, on va avoir des migraines, on va tomber malade, on va peut-être se casser la jambe. Enfin, il peut se passer plein de choses qui font qu'il faut qu'on stoppe, qu'on s'arrête. Donc on va prendre une petite pause, voilà, on va se reposer, on va se rétablir doucement, on va guérir, ça va aller mieux. Il y a des personnes à qui ça va faire beaucoup de bien, que ça va détendre, elles vont repartir dans leur créativité avec une énergie nouvelle, qui vont se sentir beaucoup mieux. Et puis il y en a d'autres. Et ces autres personnes-là, elles comprennent pas la leçon. Elles vivent très très mal le fait d'être alitées, le fait de devoir se reposer, le fait de devoir se détendre. Elles arrivent pas à lâcher prise et dans leur tête ça continue de tourner en boucle, le fait qu'il faut faire les choses, le fait qu'il faut faire toujours plus, qu'il faut faire le meilleur, tout le temps le meilleur. Et ben ces personnes-là, au bout d'un moment, elles vont plus y arriver. Elles vont plus pouvoir faire les choses. Du tout. Parce qu'on est quand même assez bien foutus. Si le corps peut plus rien faire et que le cerveau continue à tourner les choses en boucle, au bout d'un moment, il va dire « Non mais c'est pas juste, moi aussi je veux arrêter, j'en ai marre !» Et on va se mettre à procrastiner. Mais là, c'est pas la procrastination assumée où on se dit « Oh non, je le ferai plus tard !» Non, là c'est juste, on a envie de le faire, enfin, on sent qu'il faut qu'on le fasse et juste, on est bloqué, on n'y arrive pas. D'un seul coup, le simple fait de devoir mettre en place les choses, de devoir démarrer, de devoir se lever du lit, c'est dur. D'un seul coup, on se sent complètement éteint. Le corps nous a lâchés, notre inspiration nous a abandonnés, notre créativité nous a abandonnés, notre cerveau fonctionne au ralenti. Bref, il n'y a plus rien qui va. En soi, je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Le souci, c'est que quand on fait des études d'art, on a une certaine pression derrière, c'est-à-dire qu'on a des dates de bilan, on a des dates de diplôme, des dates de rendu, on a des comptes à rendre à l'école qui sont pas toujours en accord avec nous, notre créativité du moment. Et j'ai envie de dire, il y a des enseignants avec qui c'est très compliqué de parler de ça parce que c'est pas quelque chose, je vais pas dire qu'ils le vivent pas au quotidien, probablement qu'ils le vivent, mais pour qui c'est un peu tabou d'en parler, puis quand tu leur en parles, ils ont l'air un peu, tu t'as l'air de les déranger, quoi. Fort heureusement, j'ai quand même l'impression que c'est pas la majorité. La plupart des enseignants le savent, peut-être qu'ils le vivent au quotidien, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont l'air de l'accepter parce qu'ils l'acceptent chez les étudiants. Le truc, c'est que quand on a des baisses d'énergie et de créativité comme ça, bah,
on s'imagine qu'on est les seuls à vivre ça et on n'ose pas en parler autour de nous. C'est là que c'est dommage, parce que pour le peu de fois où j'ai pu en parler avec certains enseignants et avec quelques étudiants aussi, j'ai dû sortir de ma zone de confort et ça a pas été facile pour en parler, évidemment. J'ai eu que des retours hyper rassurants par rapport à ça. Certains profs avec qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était pas très grave, que bon, ça va passer, voilà, que eux aussi ça leur arrive, que c'est juste une mauvaise période, mais que ça ira mieux dans quelques jours, quelques semaines, et effectivement, dans les faits, quelques jours, quelques semaines plus tard, ça va mieux. Ça peut parfois durer quelques mois, mais c'est pas grave. En soi, quand on a des rendus, qu'on a des bilans à faire ou des diplômes à passer, bon, pour les diplômes, c'est encore un peu différent, parce qu'on a quand même plusieurs années, enfin 1 an ou 2 pour les préparer, mais quand on a des bilans ou des rendus à faire, donc on fait un point général avec les profs et des points individuels aussi, l'idée c'est pas de dire toi t'as plein de bonnes idées, tu fais plein de choses, c'est bien, tu vas être un bon artiste et toi t'as rien foutu, c'est nul. Parce qu'on est tous différents et qu'on vit tous notre créativité différemment, qu'il y a des moments où on est plus créatifs que d'autres et des moments où on l'est moins. Les enseignants ils sont pas là pour nous comparer, ils sont vraiment là pour faire un point individuel avec chacun d'entre nous, pour voir où est-ce qu'on en est, quand on se sent pas bien, quand on est dans une mauvaise passe, essayer de nous aider à nous en sortir et nous encourager quand tout va bien. Je te dis ça comme si c'était une évidence, mais il m'a fallu quasiment 2 ans pour comprendre ça. Mais on en revient quand même à la question de base. S'il n'y a pas de bon ni de mauvais en art, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on est perfectionniste? Qu'est-ce que ça veut dire faire mieux que ce qu'on fait maintenant? Eh ben je vais répondre. Pour moi, il n'y a pas de relation directe entre le fait de faire mieux en art et le fait d'être perfectionniste. Alors je suis d'accord, on peut améliorer ses compétences techniques dans les techniques dont on a besoin pour faire notre projet créatif. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais faire quelque chose qui fonctionne artistiquement, c'est un peu ça qu'on entend par faire mieux. Et là, à ce moment-là, l'idée, c'est de tester de nouveaux supports, de nouvelles dimensions, c'est d'essayer, voilà, de nouveaux matériaux, et c'est pas forcément s'améliorer dans la technique. C'est l'effet que ça va produire, et c'est aussi nos intentions qui comptent à ce moment-là. Et le fait d'avoir des bonnes compétences techniques et de les améliorer, alors ça peut potentiellement contribuer à faire en sorte que le rendu qu'on veut avoir soit le bon, soit en corrélation avec nos idées, avec nos intentions, mais ce n'est pas obligatoirement lié. Il y a des artistes, il y a des étudiants qui ne sont pas forcément bons dans certaines techniques, et justement, ils vont user de ce côté mauvais, entre guillemets, pour chercher un rendu particulier qui, pour eux, va fonctionner. Et même, certains artistes créent volontairement des ratés, des accidents, parce que c'est leur manière de faire et parce qu'on les connaît pour ça aussi. Si la majorité des peintres exposent leurs tableaux, certains artistes vont exposer leur table à dessin, leur chiffon, leur chevalet. Le plus important quand on fait des études d'art ou qu'on est artiste, je pense pas que ce soit d'être le meilleur dans une technique en particulier, mais que c'est d'avoir des intentions, de chercher à les réaliser, de faire en sorte de faire ça du mieux possible, qu'on ait le meilleur rendu possible. Je pense que c'est avant tout d'avoir des intentions, d'être à l'aise avec ce qu'on fait, de se détendre et d'assumer son travail. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner un élément de biographie de Michel Blasi, qui est un de mes artistes préférés. Lorsqu'il était étudiant en art, Michel Blasi ratait tout ce qu'il entreprenait. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, blablabla, active la notification si t'as envie. Si tu n'aimes pas les notifications, n'active pas la notification, tu n'es même pas obligé de t'abonner, c'est comme tu veux. Oui, j'en ai marre de faire comme tout le monde et de répéter la même chose à la fin de chaque vidéo. Alors comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici, en barre d'infos, mon Instagram @MeBoxWorld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous, gros cœur sur toi.